Bonjour à tous. Bon, les participants sont en train de se connecter petit à petit. On va peut-être quand même pas tarder à commencer, vu qu'on avait ouvert un peu plus tôt, ça a l'air pas mal. Donc bonjour à tous. Merci beaucoup de vous connecter à ce nouveau webinaire dédié à la recherche paramédicale et animé par le groupe de recherche paramédicale du GIRCISO. On est avec ma collègue Sophie Benz très heureux de vous accueillir encore une fois dans ce webinaire et on est très heureux d'accueillir deux de nos collègues du groupe de travail qui, cette fois, encore, quand même, il faut le dire, parce qu'elle participe régulièrement, mais là passe du côté chercheur parce qu'on peut s'occuper de coordonner la recherche et aussi être chercheur. Et on va parler d'une thématique d'actualité et ma foi fort innovante et peu, peu connue à mon sens, quand même, et peut-être encore un peu tabou aussi. Du coup, notre webinaire sera dédié à la recherche en sexologie. Alors avec du versant plutôt infirmier, on va voir ce qu'elles pourront nous présenter. Donc Daniel Reynaud du CHU de la Réunion et Céline Michaka du CHU de la Martinique, elles se présenteront de manière plus complète tout à l'heure. Juste vous dire que bien sûr tout au long du webinaire vous pouvez poser des questions dans le chat, donc c'est dans le petit onglet juste à côté du nombre de participants en haut de votre écran, vous cliquez sur chatter, vous pouvez écrire ou alors même dans la boîte à questions, il n'y a aucun souci. De manière pragmatique, ça va se passer en 2 temps. Céline Minchaka va nous présenter son étude, puis il y aura un temps de discussion et ce sera au tour de Daniel Reynaud et là aussi encore un temps de discussion et donc animé par Sophie et moi. Voilà, donc Céline, je pense que, à moins que Sophie ait un petit mot à dire, sinon on Non, peut à part tout à fait... bonjour à tous, merci aux deux intervenantes, merci à Jean pour la présentation complète et la bonne entrée en matière. Et donc Céline, on te laisse la parole et la main. Il faut que tu repartages ton écran. Ton micro est coupé pour l'instant. Voilà, on m'entend? On t'entend et on voit, on n'est pas encore en mode diaporama. Là, c'est bon? Ça va arriver, je pense. Bah. Pas encore. Reclique voir peut-être sur le mode diaporama. Je suis sur le mode de diaporama. On a fait les tests tout à l'heure. Et tout fonctionnait. Voilà. C'est les joies du direct. J'ai recommencé. Là, c'est parfait. C'est bon? Oui, c'est parfait. Alors, déjà, merci beaucoup au GIRCISO de nous offrir cette occasion de partager nos travaux. Merci à Jean, merci à Sophie pour tout le travail que vous faites. Donc, aujourd'hui, c'est à mon tour de présenter une de nos études que l'on a fait en santé sexuelle au CHU de Martinique. Donc, je suis Céline Minchaka, je suis infirmière, cadre de santé du service de chirurgie urologique, doctorante, coordinatrice paramédicale de la recherche et sexologue clinicienne. Et je vais vous présenter une de nos études qui, en fait, se voulait de mesurer la place de la sexualité sans pénétration dans le répertoire sexuel des couples avant l'apparition de dysfonctions érectiles iatrogènes liées à une prostatectomie totale pour cancer de prostate. Alors, il faut savoir que dans la Caraïbe, et notamment en Martinique, on a le taux d'incidence les plus élevés au monde de cancer de prostate. C'est 2 fois plus élevé, par exemple, qu'en France hexagonale.
Et malheureusement, ils sont diagnostiqués également à un stade plus avancé, chez des patients plus jeunes. Et on sait que les différents traitements curateurs du cancer de la prostate, la radiothérapie et la prostatectomie, peuvent entraîner des risques de dysfonction érectile. Alors, pour ce qui est de la chirurgie, la dysfonction érectile va être transitoire ou permanente. Du coup, nous, on s'est posé la question de comment accompagner nos patients pour qu'ils acceptent déjà de se faire traiter d'un cancer qui, au début, est indolent, qu'ils ne sentent pas, et pour lequel, après la chirurgie, ils peuvent penser que la chirurgie est délabrante et que j'étais pas malade avant et je suis malade après. Donc, on a mis en place un programme d'éducation thérapeutique pour les accompagner dans la satisfaction de leur… Attendez, il me manque une slide. Ah ben, tant pis. Dans la satisfaction sexuelle. Donc, comment ça se passe? Donc, le patient, il a son diagnostic avec déjà probablement un impact sur la santé sexuelle parce qu'on sait que le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Le moral peut donc avoir directement un impact sur la fonction érectile et sur la santé sexuelle. Donc là, juste après le diagnostic, on fait une première évaluation avec des questionnaires scientifiquement validés. On leur propose ensuite d'entrer dans des ateliers. Donc, le premier est un atelier informatif et collectif, donc avec les futurs opérés et un ancien opéré. Donc, c'est avant l'intervention. Bon, là, on va parler de tous les effets secondaires liés à la prostatectomie totale. À l'issue de cet atelier, les éducatrices vont identifier les patients ou les couples qui ont peut-être besoin d'avoir déjà un atelier personnalisé avec le sexologue. Donc, on a appelé cet atelier Plaisir en panique. Ensuite, on leur propose de déjà commencer les séances de kiné afin de prendre connaissance de leur périnée. Parce qu'en fait, on se rend compte que les hommes ne connaissent pas forcément très très bien leur périnée. Donc, pour le rééduquer par la suite, c'est plus facile s'ils ont déjà fait des séances avant l'intervention. Ensuite arrive l'opération qui est assistée par un robot, donc qui est moins invasif, mais notamment, ça reste quand même une intervention lourde, même si le fait qu'elle soit robot assisté va faire en sorte que ce soit quand même beaucoup moins… Les suites opératoires seront beaucoup moins lourdes. Le patient sort chez lui avec une sonde urinaire à demeure et des traitements qui vont leur aider à récupérer une fonction érectile. Une semaine après l'intervention, le patient revient en consultation externe d'urologie pour l'ablation de la sonde urinaire. Donc là, les infirmières vont redonner des conseils de continence et des conseils de prise des médicaments, les IPDE5, donc qui sont facilitateurs de l'érection, des cachets, Péros. Peuvent commencer les séances de kiné. À ce moment-là, on fait une deuxième évaluation pour voir comment est la santé sexuelle juste après l'intervention, pour voir quels sont les impacts directs de l'intervention. Et ensuite peuvent commencer les ateliers personnalisés et optionnels. Donc, l'atelier couple, l'atelier succion tumescente, donc c'est le vacuum, les pilules magiques, donc voilà, ce sont les IPDE5. Un gel intime, c'est un petit gel que l'on met en intra-urétral et qui peut aider à obtenir des érections ou à les maintenir. L'injection du bonheur, donc ce sont des prostaglandines que l'on injecte au niveau de la base de la verge et qui sont très efficaces et qui sont malheureusement le seul traitement pris en charge par la sécurité sociale. Et ensuite, le tout pour le coup, c'est l'implant pénien que l'on peut proposer. Donc c'est la pose chirurgicale d'une prothèse pénienne. Et à 1 an post-opératoire, on fait notre troisième évaluation dans le cadre de notre étude, mais on continue néanmoins l'accompagnement jusqu'à satisfaction du couple. Donc, je vous présente mon équipe. En haut, ils sont aides-soignants. Donc, on a Steve, Camille et Linda qui sont en rose. C'est elles qui animent les fameux ateliers. En bas, on a les infirmières, Marianne, Floriane, Julie et
et Nancy qui font les ateliers d'éducation aux injections intra-urétrales et intracaverneuses. Donc voilà quelques photos des ateliers où on manipule du matériel 3D, des modèles 3D, on leur montre un petit peu tout ce qui peut être, toutes les thérapeutiques que l'on peut proposer en post-opératoire. Et bien sûr, on a un diaporama qui leur permet de leur donner le plus d'informations possible, mais pas trop quand même, sur la prise en charge de leur pathologie et surtout qu'ils ne se sentent pas seuls. Déjà, il y a l'équipe pluridisciplinaire, mais ils ne sont pas seuls non plus parce qu'on a plus de 500 nouveaux cas par an en Martinique et il faut également compter sur sa famille et son couple. Donc, alors, dans le rationnel, et bien finalement, la santé sexuelle est la première préoccupation des patients et de leurs conjoints. Donc, si eux, ils ne se sentent pas forcément légitimes d'en parler lors des entretiens, ben, il faut savoir que nous, soignants, nous devons mettre la problématique sur la table parce que de toutes les manières, ce sont des questions qui vont les interroger. Ils ne vont peut-être pas le partager avec le personnel médical et paramédical, mais ça fait toutefois partie de réelles préoccupations pour eux en matière de qualité de vie. Les partenaires, quant à elles ou eux, pour eux, le plus important, c'est d'avoir un sentiment de se sentir aimé et que les préliminaires soient pleins de tendresse. Il n'y a que 29% des partenaires femmes qui pensent qu'une pénétration efficace est importante dans la relation sexuelle et que ben, finalement, la majorité des femmes n'a pas besoin d'être pénétrée pour atteindre l'orgasme. Donc, notre hypothèse, c'était que probablement la génération des patients que l'on opérait pour un cancer de prostate avait des représentations sur la pénétration, en tout cas sur le fait qu'une relation sexuelle sans pénétration ne serait pas considérée comme une sexualité aboutie et satisfaisante et qui placerait ce type de relation sexuelle en arrière, qui serait très présente de leur répertoire sexuel. Voilà. Donc, la méthode, c'est une étude observationnelle rétrospective. Donc, on a utilisé des questionnaires qui sont remplis par les patients et par leurs partenaires donc quand ils rentrent dans ce programme. Donc, ça a été validé en comité d'éthique du CHU de Martinique. Et on a utilisé le logiciel Sphinx pour la donnée, la saisie et l'analyse des statistiques. On avait 152 couples identifiés et on avait seulement 65 questionnaires disponibles. Donc, les questionnaires que l'on a utilisés, donc on a plusieurs études en cours. Donc, c'est pour ça qu'on a on a essayé de choisir des questionnaires avec peu de questions parce que c'est vrai que le sujet cancer de prostate en Martinique est très étudié, donc il passe beaucoup d'études. On n'avait pas envie de leur faire passer encore un énième questionnaire avec 68 questions. Donc, on a choisi le questionnaire ASEX sur en fait la satisfaction sexuelle et un questionnaire Valentin que l'on a en fait dont on s'est inspiré de l'étude d'Andro et Bajos qui avait déjà été faite en amont, qui questionne la pratique de la sexualité sans pénétration. Donc, comme je vous ai dit, on avait identifié 152 questionnaires. Il y a des questionnaires qui ont été exclus parce qu'ils étaient incomplets ou indisponibles. Ensuite, les questionnaires ont été analysés. On avait 74 questionnaires ASEX et 65 questionnaires Valentin. Comme je vous ai dit, les questionnaires sont passés avant l'intervention, juste après et 1 an après. Donc, au niveau des résultats, ben, on se rend compte que nos partenaires femmes, alors on n'a pas eu de couples homosexuels qui ont participé à l'étude, ils n'ont pas souhaité participer. Donc là, je vous présente que des résultats sur des couples hétérosexuels. Donc on peut voir que la moyenne d'âge chez nos patients dont les partenaires ont répondu, les patients ont en moyenne 64 ans et les partenaires femmes ont donc 59 ans.
Ce sont des personnes qui ont eu en moyenne, pour la plupart, 2 à 3 partenaires sexuels. Ils sont, bon, voilà, pour la plupart employés, avec un niveau 4 d'études, donc troisième, seconde, CAP, BEP. En fait, on a des couples qui ont entre 2 à 4 rapports par mois et entre 5 à 10 rapports par mois. Donc, c'est important de dire, moi je le dis souvent, qu'en fait, il n'y a pas de normalité en sexualité. On entend souvent les gens dire que pour éviter le cancer de la prostate, il faudrait avoir X relations sexuelles par mois. Non, il n'y a pas de normalité en santé sexuelle. D'ailleurs, c'est pour ça on parle souvent de sexualité au pluriel. Ensuite, donc, quand on leur pose la question de est-ce qu'ils ont déjà eu des rapports sexuels sans pénétration avec leur partenaire actuel, donc avant l'intervention, on se rend compte qu'ils sont plutôt plus de la moitié qui ont déjà eu des rapports sexuels sans pénétration avant l'intervention. Ils ont déjà été exposés à une dysfonction érectile avant le diagnostic de cancer de prostate et ils avaient déjà été exposés à des douleurs lors de l'intromission, donc on appelle ça des dyspareunies. Au cours des 12 derniers mois, on se rend compte qu'il y a eu stimulation orogénitale. C'est vrai, pardon, je ne sais pas si on voit mon... Stimulation orogénitale dans notre série étudiée. Et lorsqu'on leur demande quelles sont les pratiques qui sont les plus fréquentes dans leur couple, eh bien, les caresses mutuelles rentrent en premier dans la fréquence, la stimulation orale des parties génitales et la stimulation du sexe de l'autre. Et le sextoy, par contre, il est très peu utilisé dans notre série. Et quand on leur demande quelles sont les pratiques sexuelles que vous préférez, donc on parle toujours aux partenaires des patients qui vont être opérés, eh bien, les caresses mutuelles passent en premier, les stimulations orogénitales en deuxième et la pénétration vaginale n'arrive qu'en troisième position. Et en fait, pour ce qui est des pratiques sexuelles non pénétrantes, en fait, on se rend compte que nos partenaires femmes sont tout à fait plutôt satisfaites de ce type de relation. Ensuite, on pose les mêmes questions après l'intervention et on leur demande, depuis l'opération, estimez-vous que vos relations sexuelles sont satisfaisantes? Et ils ont plutôt dit qu'elles étaient plus complices, plus ludiques, plus variées. Donc forcément, lorsqu'on a une dysfonction érectile qui se présente, eh ben, on use de plus d'imagination et finalement, ça peut être plus sympa, plus rigolo et plus complice. Pardon. Là, on se rend compte finalement que la force de la libido, alors j'aime pas trop ce mot-là, il y a certaines écoles en santé sexuelle qui n'aiment pas utiliser ce mot qui est plutôt sorti de la psychanalyse, mais en tout cas, leur libido ou disons leur envie sexuelle psychologique est toujours présente. Alors, notre hypothèse est infirmée. On pensait que nos patients étant plus âgés que ceux de l'étude d'Andro et Bajos, qu'il y aurait moins de pratiques sexuelles sans pénétration. Et bien finalement, plus de la moitié de nos partenaires interrogés avaient une sexualité non pénétrante avant le diagnostic de cancer. Et contrairement aux résultats d'Andro et Bajos, ces pratiques sexuelles non pénétrantes n'étaient pas corrélées au niveau socio-économique, que dans l'étude hexagonale, on associait les pratiques sexuelles non pénétrantes à un niveau socio-économique élevé, à des études plus élevées, au fait d'avoir eu plusieurs partenaires sexuels, le fait d'être plus jeune et sur des fréquences sexuelles plus importantes.
On s'est quand même rendu compte que cette sexualité non pénétrative est encore taboue parce qu'en fait, là, on peut voir en rose le nombre de questionnaires, de questions qui n'ont pas été répondues par nos patients. Et on peut se rendre compte aussi que par rapport au nombre de personnes qui ont répondu, l'âge des répondants était de 64 ans par rapport à l'âge des personnes prises en charge qui ont plutôt 70 ans. Donc, les limites de cette étude, c'est que c'est une étude rétrospective. C'est vrai qu'on s'est rendu compte justement qu'il y avait beaucoup de questions qui n'avaient pas de réponse. Ça nous a permis, comme c'est dans le cadre de ce programme, de réajuster le mode de passation des questionnaires afin d'améliorer l'exhaustivité des réponses. Les points forts que l'on a, c'est que notre échantillon est représentatif car nous sommes le seul service d'urologie de la Martinique. Et de ce fait, on met en fait une relation de confiance entre les patients et nous, puisqu'on les a accompagnés depuis avant l'intervention sur ces questions de santé sexuelle. Et en fait, on peut penser du coup que les questionnaires vont être de plus en plus transparents. Donc, en conclusion, le message est positif parce que nos couples ont une capacité d'adaptation. On se rend compte à quel point c'est important de se décentrer des relations sexuelles qui seraient stéréotypées comme le coït, qui peuvent du coup, si on base nos relations sexuelles sur le coït pénétratif, ça peut entraîner une angoisse de performance et une perte de l'estime de soi lorsqu'apparaît la dysfonction érectile. On s'est rendu compte aussi, grâce à ce programme, qu'en fait, plus les patients, enfin les futurs opérés, ont de connaissances sur le plaisir sexuel féminin, et plus ils pourraient se libérer du dogme de l'érection pénienne et de la pénétration péno-vaginale. On s'est rendu compte que finalement, l'impact de la dysfonction érectile est moins important sur les partenaires que ce que croient les futurs opérés. On a fait parallèlement à ça un travail sur les représentations. Et on se rend compte en tout cas que l'éducation à la vie affective et sexuelle auprès des jeunes est important pour pouvoir justement s'écarter de ces représentations que l'on peut avoir plus tard et qui peuvent nous mettre face à des difficultés face à la sexualité si on est bloqué dans ces représentations. L'importance de la communication dans le couple, parce que c'est vrai qu'on a souvent des patients qui nous disent « Ah oui, mais il faut que je récupère mes érections, sinon ma femme va me quitter ». Et là, on se rend compte que la femme, finalement, elle est presque même plus contente des relations sexuelles non pénétrantes parce que on va s'occuper du clitoris, seul organe uniquement dédié au plaisir sexuel. Et en conclusion, sexologue est un métier d'avenir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Céline. C'était vraiment très complet et vraiment passionnant. Je pense qu'on pourrait même y passer plus de temps, même décortiquer chaque questionnaire aussi, la façon dont c'était passé et t'interroger toi sur ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça et comment aussi tu peux réinjecter, tu en as parlé un peu, les résultats de cette étude auprès des infirmiers et infirmières tout le long du parcours. Donc, mais déjà, un grand bravo, c'est passionnant. Je vais laisser le temps aux participants peut-être d'écrire leurs questions. J'ai vu des bravos sous forme d'emoji, mais voilà. Peut-être déjà sur le lien que tu fais avec les équipes infirmières, en attendant les autres questions. Oui, alors c'est vrai que tu m'as demandé quelle était déjà la genèse de notre questionnement sur la santé sexuelle. C'est qu'en fait, on a tous quelqu'un qui a eu un cancer de prostate dans notre entourage en Martinique. Et j'avais été choquée par l'un d'entre eux, quelqu'un qui m'était proche, j'étais pas encore en urologie, qui avait dit « Je préfère mourir puissant que de vivre impuissant ». Donc voilà, quand on arrive en urologie et qu'on est cadre de santé, on se dit il faut qu'on fasse quelque chose pour cette problématique. Il ne faut pas que les gens voient la santé sexuelle comme un frein dans la prise en charge de leur pathologie.
Et alors, ta deuxième question par rapport au personnel soignant, ben voilà, on a formé des infirmières, des aides-soignantes. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans notre service. Donc, même une secrétaire est capable d'orienter le patient vers le bon professionnel. Donc, on est plusieurs à être diplômés en sexologie clinique et médecine sexuelle. Donc, il y a deux urologues, il y a le sexologue qui fait que de la sexologie, il y a moi en tant que cadre de santé. Mais il y a aussi d'autres diplômes, d'autres formations qui ont été passées par différents personnels. Donc, on sait vers qui orienter et on fait souvent des points sexo aussi en transmission dans le service. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui, je l'espère, n'est plus tabou au sein de notre équipe pluriprofessionnelle. C'est vraiment intéressant ce point-là, le côté tabou. Déjà, s'il ne l'est plus dans l'équipe, je pense que c'est une belle avancée et tant mieux pour les patients. Je pense que, enfin, je me disais, je réfléchissais comme ça à toutes ces problématiques qui peuvent exister suite même à des traitements par chimiothérapie et on voit bien encore que c'est complexe, que les patients n'osent pas aborder les choses. Donc ma question, elle est peut-être un peu naïve, mais comment, de manière pratique, comment tu fais pour aborder tout ça avec les patients? Comment on peut s'y prendre? Est-ce qu'il y a des tips? Est-ce que, bon, alors, c'est vrai que se former, ça paraît essentiel, bien sûr, mais est-ce qu'il y a un peu des choses qu'on peut recommander aux gens pour ouvrir la parole, parce qu'après, on n'aura peut-être pas les réponses nous-mêmes en tant que soignants, mais on pourra peut-être aussi mieux orienter en ayant pris connaissance de ces résultats. J'ai remarqué que les gens qui n'étaient pas formés dans le service étaient beaucoup plus à l'aise et arrivaient à ouvrir le dialogue sur la santé sexuelle en passant tout simplement les questionnaires scientifiques validés. Parce que comme ce sont des questions qui ont été étudiées, le vocabulaire est professionnel, mais à la fois accessible, parce que les questionnaires validés scientifiquement, il faut qu'il y ait une validation transculturelle, il faut qu'il y ait j'ai oublié le mot, le fait que ça puisse... bref. Donc en fait, les questionnaires sont déjà très bien étudiés sur la forme dont les questions sont posées. Donc, voilà, on peut se faire aider par des questionnaires qui peuvent se trouver en ligne. Et il y en a sur la santé sexuelle en gynéco, sur la santé sexuelle en cancérologie de manière générale, spécifiquement en cancer de prostate. Donc, en fait, tous les professionnels qui nous écoutent peuvent trouver des questionnaires validés dans la littérature. Et je pense que ça, c'est, voilà, comme j'ai dit, il y en a des très très longs et il y en a des très courts. Et je pense que ça peut être une bonne entrée en matière. Ok, merci pour cette réponse. Alors, il y a une question qui est, y a-t-il une incidence observée sur la convalescence post-chirurgie et de ce fait sur la durée de prise en soins en lien avec la prise en compte de la santé sexuelle, j'imagine? Y a-t-il une incidence observée sur la convalescence? Ouais, est-ce que ça a amélioré la convalescence post-opératoire? Si vous pouvez un tout petit peu peut-être détailler la question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'on opère les patients avec un robot, il n'y a vraiment pas de convalescence. Hein. Ils repartent sur leurs pieds dès l'après-midi. On peut même en faire en ambulatoire, des prostatectomies totales, robot assisté. Et en plus, l'activité physique adaptée, c'est quelque chose qui est recommandé de plus en plus. Il ne faut vraiment pas être dans justement une convalescence où on est allongé et on se fait servir par sa femme. Non, au contraire, il faut se lever, il faut mettre en place de l'activité physique adaptée. Il ne faut pas faire sauter ses points quand même tout de même. Après, je pense que ça aura une incidence sur la satisfaction, en fait, la qualité de vie. Le fait qu'on s'intéresse à ce point de vue-là de leur personnalité et de leur qualité de vie, ça peut aider également à se sentir moins délabré par la chirurgie. La chirurgie peut être mal vécue parce que, comme je disais tout à l'heure, avant l'intervention, ils ne sentent pas qu'ils sont malades, ils ne sentent pas qu'ils ont un cancer. La prostate, on ne la sent pas jusqu'à ce que le cancer soit métastatique. Et après l'intervention, ils peuvent se sentir assez handicapés par justement l'apparition des dysfonctions érectiles et l'incontinence urinaire d'effort. Donc oui, le fait de les inciter à s'amuser,
ça peut effectivement être positif dans la prise en charge post-opératoire. J'avais du coup j'enchaîne avec des questions plus peut-être de méthodo sur les questionnaires. Les questionnaires, c'était des auto-questionnaires. Est-ce qu'ils sont accompagnés, les personnes, pour les remplir? C'est juste parce que comme bon, tu as posé tes résultats rapidement, il y avait beaucoup de choses. Est-ce que tout le monde comprend tout de suite ce que tu entends par dire sexualité non pénétrante ou des choses comme ça? Ou est-ce qu'il y a besoin des fois de faire une explication de texte? Alors, c'était des auto-questionnaires. Donc, on donne le questionnaire donc, il y a des questionnaires pour les partenaires, il y a des questionnaires pour les futurs opérés avant le premier atelier. Et en fait, on s'est rendu compte que, je pense que oui, ils comprennent parce que les questions un peu gênantes étaient en fait passées. Et c'est pour ça qu'on a choisi de changer de méthodologie de passation des questionnaires, que ce soit des questionnaires passés par les éducatrices. Donc, ça prend plus de temps, mais au moins, on a une meilleure exhaustivité de la réponse à toutes les questions, même les plus gênantes. Et pour la suite, là, tu dis ces résultats préliminaires, c'est quoi la suite? Enfin, tu parlais de l'idée que bon, c'est rétrospectif, du coup, ça induit quelques limites, même si déjà rien, enfin voilà, ça reste super intéressant. Est-ce que vous l'envisagez de façon prospective ou surtout pour voir les non-participants? Je pense que c'est aussi intéressant de voir les refus, même ne serait-ce que de participer à l'atelier. Enfin, il y a plein de questions derrière, donc je voudrais voir ce que toi tu veux faire. Non, les questions de recherche fusent en fait de partout hein, dans notre service. Donc oui, il y a le fait de passer en études prospectives. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, c'est justement en direct, pas sur des questionnaires que l'on va chercher dans les dossiers. On veut le faire aussi en multisite avec le Venezuela. Parce qu'on s'est dit, on est caribéen, mais voilà, est-ce que les représentations sont différentes dans une culture hispanophone, par exemple? Donc, il y a ça pour cette étude-là en question. Il y a toutes les études qu'on a fait en sciences humaines parce que effectivement, les études cliniques, elles te permettent de répondre à la question combien, quand, etc. Et en face, les sciences humaines vont nous permettre de comprendre le pourquoi et le comment. Et donc, ça aussi, c'est ce qu'on est en train de faire. Enfin, on a déjà on a déjà publié dans Sexualité humaine une partie de nos résultats. Et il y a une autre étude qui est en cours qui, en fait, mesure l'efficacité de notre programme. Donc, les fameux questionnaires dont je parlais, il n'y a pas que ces deux-là. Il y en a d'autres. Donc, ça fait beaucoup de questions sur en préopératoire, en post-op immédiat et à 1 an. Et donc, les résultats de cette étude-là seront beaucoup. Enfin, là, c'est vraiment une étude observationnelle, randomisée, voilà, avec un niveau de preuve plus élevé. Donc, je pense que ces résultats sont quand même assez attendus. Mais voilà, et on a encore plein d'idées. Donc, oui, j'espère qu'on va pas mal publier sur notre problématique locale. Merci pour ces réponses. Il y a quand même une question un peu méthodo aussi, c'est est-ce que on peut envisager de remplir les questionnaires avec le sexologue qui serait enquêteur et est-ce que ça pourrait pas induire un biais du coup si le patient répond avec le sexologue qui fait la recherche? Bah, c'est pas le sexologue qui fait la recherche qui. Donc, ça lève ce biais-là. Ok, mais merci beaucoup Céline encore pour cette présentation qui a été vraiment très intéressante.
vous pouvez continuer à poser des questions à Céline, mais peut-être qu'on va pouvoir passer à la présentation de Daniel maintenant. Merci à vous pour l'invitation. Oui, Céline, juste, je sais que peut-être le diaporama partant sera disponible, mais si ce n'est pas le cas ou quoi, je ne sais pas. Si tu peux nous donner aussi le lien de l'article que tu as publié, comme ça on sera… Il n'est pas sur la slide? Non, ok, d'accord. C'est possible. Ouais, donc Valentin, on l'a publié sur The French Journal of Urology. Et puis l'étude Simon, ouais, je vous dirai ça. Ok, super. Merci beaucoup. Donc là, c'est moi donc, qui vais passer le diaporama de Daniel. Donc on va voir pour les effets techniques. Bien, merci. Il y a des fourmis, il y a des moustiques chez moi. Ça veut dire qu'il fait chaud. Oui. Donc là, j'imagine, on a la présentation en mode pas présentation. Donc je vais lancer le diaporama. Merci à toi. Là, il faut remettre sur la première diapo. On est sur la diapo 3, Sophie. Voilà, super. Merci beaucoup. Donc, merci à Jean et à Sophie de m'avoir invité pour participer à ce webinaire. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je m'appelle Danielle Reynaud. Je suis infirmière, cadre de santé et docteur en sciences. Je suis la coordinatrice de la recherche paramédicale au CHU de La Réunion. Donc, aujourd'hui, je vous présente les résultats d'une étude qui s'intitule Jeunesse 3. Expérience des jeunes en matière de services en santé sexuelle à l'île de La Réunion. C'est une étude que j'ai menée dans mon parcours doctoral. En fait, pourquoi ce projet, pourquoi j'ai travaillé autour de cette thématique de santé sexuelle? Dans mon parcours professionnel, j'ai été cadre de santé en gynécologie orthogénie et donc j'accueillais des jeunes qui venaient pour des demandes d'interruption volontaire de grossesse, pas mal de demandes concernant ces jeunes-là, ce qui m'a aussi fait interroger sur l'accès aux services de soins en santé sexuelle. Comment on définit ces services de santé sexuelle? L'OMS donne cette définition. Donc, les services de santé sexuelle se définissent comme l'accès à l'information médicale, aux mesures de prévention, au diagnostic, aux conseils, aux traitements et aux soins visant à promouvoir la santé sexuelle de tout un chacun et particulièrement les jeunes au regard de leur comportement à risque lorsqu'ils sont adolescents. Diapo suivante. Donc, pourquoi ce projet de recherche? Ce projet de recherche s'inscrit en fait dans un contexte documenté dans la littérature scientifique qui met en évidence finalement des indicateurs de santé sexuelle chez les jeunes qui sont particulièrement préoccupants. Par exemple, le nombre de naissances en 2022 pour les mineurs à La Réunion, ce nombre de naissances était 3 fois supérieur à celui de la métropole. Par rapport au taux de recours à l'interruption volontaire de grossesse, ce taux il est 2 fois plus élevé que celui de la métropole. On note aussi dans la littérature que l'utilisation des préservatifs est très faible à l'île de La Réunion. Et il y a une étude qui a été menée auprès des lycéens en l'île de La Réunion en classe. C'est une étude qui met aussi en avant qu'il y a une faible utilisation de moyens de préservatifs entre le premier et le dernier rapport sexuel chez les jeunes sexuellement actifs. Cette même étude montre que 3 rapports sexuels sur 10 sont non protégés pour ces adolescents. Une étude de 2024 que j'ai menée aussi dans mon parcours doctoral montre en fait une faible utilisation d'une plateforme de téléconsultation qui visait à, d'une part, donner des informations sur la santé sexuelle et la santé contraceptive, mais aussi de pouvoir prescrire des contraceptions de pouvoir prescrire
de délivrer des prescriptions sur la contraception, mais aussi pour les préservatifs pour les jeunes. Mais on s'est rendu compte que finalement, cette plateforme, elle a été très peu mobilisée par les jeunes. Par ailleurs, il a été aussi démontré dans la littérature qu'il y a une forte prévalence d'IST concernant donc d'infections sexuellement transmissibles pour les jeunes à l'île de la Réunion, notamment en termes de chlamydiose et de gonococcie. Diapo suivante. La littérature démontre aussi que finalement, dans le contexte réunionnais, présente quand même des atouts notables en matière de santé sexuelle, puisque nous avons une offre de soins qui est satisfaisante. Nous avons 4 Cégides, nous avons pas mal d'associations qui travaillent avec les jeunes sur ce champ de la santé sexuelle. La contraception, elle est gratuite pour les jeunes à La Réunion, comme le veut la législation. Toutefois, il y a des éléments qui sont limitants à La Réunion, notamment des inégalités dans le déploiement de l'éducation à la sexuelle en milieu scolaire, puisque effectivement, certains établissements scolaires ne proposent pas les 3 séances d'éducation à la sexualité qui sont obligatoires dans le parcours scolaire. Et nous avons à La Réunion pas mal de disparités socio-économiques avec un taux de chômage très important et des normes culturelles qui freinent finalement l'accès à l'information et à l'appropriation des messages de prévention pour les jeunes. Diapo suivante. Donc, au regard de ces éléments de contexte, je me suis questionnée de savoir comment les jeunes à l'île de la Réunion utilisent-ils les services de santé sexuelle. Diapo suivante. L'objectif principal de cette étude était d'explorer les expériences des jeunes vis-à-vis des services de santé sexuelle à La Réunion. Nous avions posé dans cette étude 3 objectifs secondaires. Premièrement, identifier les barrières et les facteurs facilitant l'accès aux services de santé sexuelle. Deuxièmement, décrire les interactions entre les jeunes et les professionnels de santé. Et troisièmement, de recueillir auprès de ces jeunes des suggestions pour améliorer l'accès et la qualité de soins en santé sexuelle. Diapo suivante. Donc, pour répondre à notre question de recherche et à nos objectifs, nous avons mené une étude qualitative descriptive monocentrique, donc essentiellement menée auprès des jeunes à l'île de la Réunion. Nous avons recruté 15 jeunes de 15 à 19 ans qui vivent à la Réunion. Et ce recrutement s'est fait de manière, selon la convenance des jeunes. Le recrutement s'est fait sur les réseaux sociaux du CHU de La Réunion, mais aussi de cette plateforme dont je vous ai parlé tout à l'heure de santé sexuelle qui s'appelle Sextuose. Et nous avons aussi demandé l'autorisation aux établissements scolaires de pouvoir mettre des affiches au niveau de l'infirmerie pour qu'effectivement les jeunes qui étaient intéressés pour participer à cette étude puissent nous appeler pour pouvoir fixer un rendez-vous. Et un autre mode de recrutement, c'était l'effet boule de neige. Effectivement, il y a certains jeunes qui nous disaient « Ah oui, effectivement, ma copine, elle était aussi intéressée pour participer à l'étude. » Donc, c'est de ces manières-là qu'on a pu recruter nos jeunes. Le recrutement s'est fait sur presque une année. On a commencé le 3 décembre 2023 pour finir le 24 octobre 2024. Nous avons mené des entretiens individuels enregistrés, retranscrits sous 24 heures. Nous avons utilisé l'analyse phénoménologique interprétative pour identifier les thèmes clés de ces entretiens. Les données ont été traitées via le logiciel d'analyse qualitative MaxQDA. On était 3 à travailler autour de l'analyse de données. Il y avait ma co-encadrante de thèse, une socio-anthropologue et moi-même pour analyser les données. Alors, qu'est-ce que nous avons eu comme données? Diapositive suivante. Donc, le profil de nos jeunes. Finalement, il y avait 15 jeunes qui avaient pris rendez-vous pour participer à l'étude, mais il y en a 3 qui ne sont pas venus au rendez-vous.
Donc, 12 jeunes ont été interviewés pour l'étude. Parmi ces 12 jeunes, il y avait 11 jeunes filles. Il y avait un seul jeune garçon qui s'était prêté à notre étude, qui a bien voulu participer à l'étude. L'âge moyen était de 16 à 19 ans. Et ces jeunes étaient tous en milieu, ils continuaient leurs études, donc ils poursuivaient leurs études et ils vivaient la plupart de ces jeunes en milieu urbain. Les entretiens ont duré à peu près 32 minutes et ils avaient la possibilité, on leur a proposé en fait de faire soit des entretiens en visioconférence ou alors en face à face. Et finalement, il y a une seule personne qui a préféré faire l'entretien en face à face, puisque par rapport on se déplaçait aussi pour faire ces entretiens. On s'était mis à disposition des jeunes. Il y en a, pour certains jeunes, on était parti à la plage, par exemple, faire l'entretien. Il y en a d'autres qui sont venus au CHU de La Réunion. Il y en a d'autres, on est parti dans les lycées pour faire les entretiens. Donc, voilà, l'équipe de recherche, finalement, pour les entretiens, on s'était mis à disposition des jeunes pour ne pas non plus défavoriser le parcours scolaire. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas qu'ils quittent l'école pour participer à notre étude. Donc, c'était nous qui étaient venus à la rencontre de ces jeunes. Des témoignages de ces jeunes ont fait émerger 2 thèmes principaux et 10 sous-thèmes. Donc, je vais aborder avec vous les 2 thèmes. Donc, diapo suivante. Le premier thème de cette étude concerne la recherche d'informations pour se maintenir en bonne santé sexuelle. Pour les jeunes, lors des entretiens, la plupart, ils nous ont dit, ils ont mis en avant que c'était un parcours complexe et difficile pour eux. Les jeunes, finalement, remettent un peu en question les séances d'éducation à la sexualité pour certains qu'ils avaient eues à l'école, disant qu'effectivement, les professeurs utilisaient des méthodes pédagogiques obsolètes, qu'ils les infantilisaient, c'était leur propre mot, que pour eux, aujourd'hui, il y a des moyens plus innovants, à savoir l'utilisation d'Internet et aussi des réseaux sociaux, qui pourraient permettre effectivement peut-être une meilleure transmission d'informations sur la santé sexuelle pour ces jeunes-là. Dans l'entretien, par rapport à ce thème s'informer sur la santé sexuelle, pour eux, ils préféraient avoir des informations sur des sujets un peu spécifiques, c'est-à-dire le plaisir, le consentement, les structures de santé. Et aussi, ils ont mis en avant pour certains que les sources d'information, c'était leurs parents, les mamans. Ça nous a beaucoup interrogés, mais étonnés. Effectivement, les mères à La Réunion participent activement à l'éducation sexuelle de leurs enfants. Et les amis, bien évidemment, c'était la première source d'information concernant la santé sexuelle. Et Internet aussi faisait partie de ces moyens d'information, ce moyen d'avoir l'information sur la santé sexuelle. Tout à savoir que sur Internet, on peut trouver des choses très positives comme des choses négatives. Donc, il faut faire très attention. Diapo suivante. Donc, le deuxième thème par rapport à cette étude, c'était pour les jeunes. Ce thème concernait en fait la capacité des jeunes à faire face aux incidents liés au comportement à risque. Il y en a qui, effectivement, avaient eu des grossesses et donc ils avaient eu recours aux interruptions volontaires de grossesse. D'autres jeunes présentaient aussi des IST avec des traitements qu'ils prenaient encore à ce moment-là. Finalement, les jeunes montrent une capacité à gérer efficacement ces situations. Lorsqu'ils ont une absence de règles, ils savent où se tourner, vers qui se tourner pour trouver la solution. Dans ces moments-là, ils sont accompagnés par une personne de confiance. Ils trouvent du soutien, comme je vous disais, et de la bienveillance auprès des professionnels spécialisés. Ils apprécient aussi les relations empreintes d'empathie des professionnels de santé en établissement scolaire par rapport aussi aux comportements qu'ils pouvaient avoir ou subis par rapport aux infirmiers scolaires.
Toutefois, les jeunes doivent faire face à la stigmatisation sociale et aux attitudes négatives de la part de certains professionnels de santé, comme je vous le disais. Et là, il mettait vraiment l'accent sur l'infirmier ou l'infirmière scolaire. Les 12 jeunes nous disaient qu'ils avaient très peu confiance, alors que ce professionnel de santé, l'infirmière, c'est une personne ressource pour avoir des moyens de contraception, des moyens des préservatifs par exemple, ou alors des informations sur la santé sexuelle. Et en soins primaires, c'était le pharmacien qui était le premier ressource en santé sexuelle. Diapo suivante. Nos résultats montrent que l'accès à l'information sur la santé sexuelle est souvent difficile pour les jeunes à l'île de la Réunion, malgré une perception qui est négative des professionnels de santé dans les établissements de soins primaires. Là, on parle vraiment en avant, on met vraiment en avant les infirmiers scolaires. Les adolescents parviennent à trouver des solutions qui sont adaptées en cas d'urgence liée à un comportement sexuel à risque. Ces résultats de notre étude offre finalement un aperçu concernant une insuffisance d'informations sur la santé sexuelle des jeunes à l'école. Les limites du projet concernent l'échantillon de notre étude, puisque effectivement, on n'avait que de jeunes filles, des jeunes filles qui ont participé à notre étude, et on est resté finalement juste sur une population basée à l'île de la Réunion. Donc, ça pose un peu le problème de généralisation de notre étude. Et en termes de recommandations, donc, il était mis en avant aussi que certains professionnels de santé devaient se former en santé sexuelle, en sexologie, notamment pour les infirmières scolaires. Et la conclusion de cette étude nous met en lumière qu'aujourd'hui, on devrait adopter une approche éducative complète, systématique, en utilisant des moyens innovants, notamment Internet et les réseaux sociaux, et tout cela combiné à une éducation par les pairs. Ce que j'avais oublié de vous dire aussi dans la thématique numéro 1, l'analyse de nos données, qu'effectivement, ils étaient aussi, pour eux, c'était facile d'avoir de l'information via les pairs. Donc, par rapport à toutes ces données, finalement, nous, on s'est dit, pourquoi pas aujourd'hui innover et donc mettre en place un programme d'éducation à la contraception en utilisant Internet, les réseaux sociaux particulièrement, et aussi en faisant une combinaison via l'éducation par les pairs. Donc, c'est ce que nous faisons actuellement parce qu'après, on a postulé un appel à projet, l'APIDOM de notre Jersey. Et le projet s'appelait, donc c'est le projet qui consiste à valider la faisabilité d'un programme d'éducation à la contraception via les réseaux sociaux et mené par des pairs influenceurs sur les connaissances des jeunes. Donc, on a eu un financement pour mettre en place ce projet. Ce projet actuellement, ce projet concerne à 3 phases, est composé de 3 phases. Et on finit la deuxième phase qui consiste à former les jeunes pairs éducateurs, les futurs pairs influenceurs. La première, je vous disais, je reviens. La première étape de ce projet s'appelait, c'était en fait de choisir des pairs éducateurs. Et pour ce choix de pairs éducateurs, on a mené une étude qualitative. Après, la deuxième phase, c'était former ces pairs éducateurs, ces futurs pairs influenceurs. Donc, on vient juste de terminer cette formation qui s'est réalisée en e-learning. Et au mois de février l'année prochaine, on va mettre en place le programme d'éducation qui sera mené par ces jeunes pairs éducateurs. On en a 12 qui ont été choisis. Ce sont des pairs, en fait, parce que c'est une étude multicentrique. On travaille avec le lycée Grand-Air de la Guadeloupe et donc un lycée de l'île de la Réunion. Et donc, on a choisi 6 jeunes en Guadeloupe, 6 jeunes à l'île de la Réunion. Et sur 12 semaines, chaque jeune aura en charge de proposer une semaine d'influence sur la contraception. Donc, en fait, les résultats de cette étude Jeunesse 3 nous a orientés vers une autre étude qui s'appelait, donc qui est en cours. Diapo suivante.
pardon. Donc, en fait, l'étude Jeunesse 3 a fait l'objet de 2 publications. Une première publication sur le protocole de ce projet, donc qui a été édité dans la revue anglaise BMJ Open en 2023. Et les résultats ont été publiés toujours dans la même revue en juin de l'année dernière. Donc, voilà, donc vous pouvez consulter si vous voulez les 2 articles qui sont en ligne gratuitement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. Ça y est, je reviens vers vous. Merci Daniel pour leur présentation. Pareil comme pour Céline, alors là du coup ça touche une autre population, mais c'est vrai, puis tu l'as montré, ça ouvre encore sur plein de nouveaux questionnements et futures recherches, donc bravo pour ça. Pour le programme des pairs influenceurs, je pose tout de suite une question en attendant que les autres questions viennent. Je me demandais, là tu as dit, sur l'étude qualitative, j'ai l'impression que ça a été compliqué d'avoir le recrutement, déjà d'avoir juste 12 personnes qui veuillent bien répondre à un entretien. Je comprends que ce soit compliqué. Et là, là c'est un engagement encore différent de la part de ces pairs formateurs ou influenceurs. Comment vous avez fait pour les recruter? Est-ce que derrière, il y a une indemnisation ou quelque chose? Donc voilà, par curiosité. En fait, à La Réunion, finalement, le rectorat est assez ouvert sur les questions, sur cette thématique-là. C'est-à-dire qu'effectivement, certains établissements scolaires sont assez ouverts. Donc, j'ai eu facilement la possibilité de travailler avec un établissement scolaire de La Réunion. Donc, puisque aussi, j'ai envie de dire que l'infirmier scolaire de cet établissement-là et le professeur d'SVT, ce sont des personnes ressources très motivées pour effectivement que les jeunes aient une santé sexuelle épanouissante. Donc ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Et après, en parallèle, sur ce même projet, je travaille avec Anne-Marie Balaga. Donc c'est pareil, j'ai aussi sollicité le rectorat de Guadeloupe, et comme effectivement il y a pas mal de problématiques en lien avec la maternité des jeunes et les IVG, donc le rectorat était ouvert pour effectivement accueillir le projet. Donc, en fait, pour ce projet-là, j'ai pas eu trop de soucis pour retrouver 2 établissements, puisque c'est une étude de faisabilité. Donc, on n'avait pas besoin non plus d'avoir grand nombre de participants, mais la thématique a plu et ça a été assez facile d'avoir l'aval de 2 établissements scolaires pour participer au projet. Et donc, ça, c'est chouette. Donc, je me suis déplacée sur les Antilles, sur la Guadeloupe, et je me rends compte que les jeunes, jusqu'à maintenant, ils sont super motivés, puisque, en fait, il y avait des conditions au fur et à mesure. Dans la phase numéro 1, lorsqu'on les avait interrogés pour être influenceurs, l'aisance orale, lorsqu'on les interrogeait, on voyait bien, il y avait certains mieux que d'autres qui étaient vraiment sensibles à cette thématique-là. Donc, on a fait des critères. Donc, on a choisi les jeunes. Et donc, cette première phase, c'était aussi pour voir avec eux comment on pouvait faire ce programme. Effectivement, c'est un programme que eux, ils ont choisi. Ils ont décidé que ça va être 3 fois par semaine. Qu'est-ce qu'on va mettre Nous, on va juste valider. Finalement, l'équipe de recherche va finalement valider tout ce qu'ils vont nous proposer. Après cette deuxième phase qu'on vient juste de terminer, je vois qu'ils sont super motivés parce que c'est des cours en ligne. Et moi, je me suis dit, pour les cours, à chaque cours, il y a un quiz. Et si le quiz n'est pas rempli, ça veut dire qu'ils n'ont pas lu ou je ne sais pas comment, appris, entre guillemets, le cours. Donc, c'était un peu lié, c'est-à-dire quiz réalisé, ça veut dire cours fait. Donc, ils ont 20 sur 20. Donc, en fait, pour après être super influenceur, il fallait il y avait des conditions. Ils savent tout ce que c'est. Il y avait un questionnaire avant-après pour voir un peu leur connaissance. Donc, il faut que le questionnaire après, il y ait 80% de bonnes réponses par rapport au questionnaire avant.
et qu'ils aient fait 70%, qu'ils avaient participé à 70% de la formation en ligne actuelle. Là, ils sont tous à 100%. Donc ça, c'est vraiment super. Ils sont vraiment motivés. Et après, donc là, ils ont tout le matériel pour faire être père influenceur. On a acheté le kit influenceur, hein, et donc je vais partir aux Antilles au janvier pour le remettre aussi, ce père influenceur, le matériel. Et à La Réunion, ça s'est fait hier après-midi, parce qu'on est aussi en décalage par rapport aux vacances scolaires. Effectivement, Sophie, tu as raison de dire que on leur a aussi, enfin, la fin de, ils auront en fait un chèque cadeau de 300 € à la fin de toute l'étude pour les 12 pères influenceurs. S'ils arrivaient jusqu'au bout, ils avaient 300 € de cadeaux, de bons cadeaux. Voilà. Non, c'est sûr, j'ai hâte de voir la suite. Et puis après, c'est tout à fait normal qu'il y ait des indemnités prévues pour un engagement de la sorte, d'autant que voilà, vous les donnez à la fin. Enfin voilà, il y a quand même des critères, etc. Mais tout pour voir. était C'est tout à fait normal. Ouais. tout était clair, hein. On a été honnête avec eux, hein. Je veux dire, s'ils s'inscrivaient dans ce projet, c'était pour avoir les 300 €, c'était vraiment chaque étape devait être tenue comme il le fallait, c'était clair. Voilà. Alors là, je crois juste il y a Céline qui vous présente ses excuses parce que elle m'a envoyé juste une photo. Son ordi vient je sais pas, de rendre l'âme. En tout cas, je ne sais pas si elle arrivera à se reconnecter depuis un autre ordinateur, mais en tout cas, on la remercie encore et c'est bien qu'elle soit pensée en premier, comme ça elle a pu nous présenter ses études. Et je vois là qu'il y a des questions. Peut-être, Jean, tu as eu le temps de les voir. Alors oui, tout à fait. La population étudiée, elle était volontaire. Est-ce qu'on ne peut pas estimer qu'elle était déjà plus ou moins sensibilisée aux problématiques sexuelles, ce qui expliquerait l'implication surprise? Hein? Ouais, tu vois Oui, la question que ça... Ouais, en fait, c'est un petit peu le biais de l'étude, mais finalement, lors des entretiens, il y avait quand même un manque d'information, une insuffisance d'information sur la santé sexuelle. Ça se voyait, mais c'est vrai que chaque personne les jeunes qui avaient participé, c'était les jeunes un peu motivés à participer à l'étude. Voilà. Moi, ce que je trouve intéressant en complément, et du coup, c'est chouette qu'on ait une étude quantitative et une étude qualitative, et on voit toutes les perspectives qu'il y a derrière dans les deux cas, mais c'est des phénomènes qui sont complexes, hein, tout ce qui tourne autour de cet abord de la sexualité. Et on voit qu'en fait, d'étudier par les deux biais, que ce soit pour après mettre en place des formations, de l'accompagnement, etc., bah, c'est hyper aidant. Et donc, on peut quand même, je pense, souligner, tu me diras ce que tu en penses, l'importance quand même des méthodes qualitatives dans la recherche au global et dans la promotion de la santé aussi, enfin, plus spécifiquement. Finalement, j'ai envie de dire, oui, tu as tout à fait raison, parce qu'au départ, quand j'ai le sujet de ma thèse, c'était vraiment, on proposait nous, on était persuadés, j'étais cadre de santé en gynéco, donc j'avais cette expérience de jeunes qui venaient pour une demande d'interruption volontaire de grossesse, et nous, on s'était dit, effectivement, la solution, finalement, ça serait juste la plateforme qu'on proposait aux jeunes pour se former, s'informer, et avoir une prescription sur des moyens de contraception ou autres, des IST. Nous, on s'était dit c'était peut-être une solution. Finalement, ça n'a pas marché du tout. Et donc là, je me suis posé, ça a un peu bousculé un peu mon projet de thèse, parce que tout ce que je voulais mettre en place au départ, lorsque j'ai monté la thèse, ça aboutissait pas. Et donc, on s'est posé, on s'est dit comment on va faire. Et finalement, en faisant cette étude qualitative, ça nous ouvre sur des pistes qu'effectivement, on met en place actuellement. Il y a des moyens qu'on va mettre en place. Parce que là, je travaille aussi avec des étudiantes sages-femmes sur d'autres solutions, donc qui vont peut-être aider, peut-être à améliorer l'éducation à la sexualité des jeunes. Donc, c'est vrai que
finalement, on a envie tous de faire des études de quanti, pardon, mais les études quali, ça nous permet d'ouvrir, de bien comprendre, de mieux comprendre et de proposer finalement des outils adaptés aux besoins, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, ou des adultes et des… Voilà. Je suis complètement d'accord. Et tu as évoqué spontanément le point que je voulais aborder en suivant, c'était sur, dans les deux cas, la pluridisciplinarité et l'intérêt que ça peut avoir sur ces visions-là, même si on a des champs propres, par exemple là, dans ce contexte aux sciences infirmières, etc. Ça semble être une richesse d'être en pluridisciplinarité et d'avoir des points de vue différents pour développer la suite, quoi, globalement. Parce que la plateforme que j'avais montée, que j'avais proposée, qui avait été financée par la région, Réunion. Et en fait, c'était infirmière, j'ai envie de dire, j'étais celle qui avait eu l'idée et donc qui avait travaillé autour du projet, donc chercher le financement. Mais finalement, je travaillais en collaboration avec des sages-femmes, puisque l'infirmière, on ne peut pas faire des prescriptions de contraception. Donc, tout ce qui concernait la prescription, les informations, etc., c'était des sages-femmes. En fait, c'était vraiment une étude pluridisciplinaire où chacun avait sa place dans l'éducation à la sexualité pour les jeunes. Et du coup, avec des prismes complémentaires, je trouve que c'est vraiment très intéressant, tout ça, et ça donne plein de perspectives pour l'avenir aussi. C'est vrai. Et puis merci pour reconnaître, enfin je veux dire, c'est aussi ça l'idée de la recherche, c'est d'améliorer la santé, d'avoir des meilleures pratiques, etc. Mais pour le chercheur lui-même aussi, c'est une aventure, ouvrir de nouvelles portes et puis être confronté, c'est pas, enfin, à des résultats qui infirment nos hypothèses ou qui vont pas dans le même sens. Ça bouscule un petit peu, mais je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ça nous permet de rebondir et en fait de voir des choses qu'on ne voyait pas finalement et de s'orienter vers quelque chose d'aussi intéressant que ce qu'initialement on avait supposé et proposé. Oui, d'ailleurs, tu dis, enfin, je rebondis un peu sur ce que tu as présenté, tu dis les limites, tu ne sais pas si c'est généralisable. Tu sais, tu as mis ça, je crois, sur une des dernières diapos, des résultats. Mais finalement, quand on veut avoir des applications concrètes dans un contexte, sur un sujet aussi peut-être particulier que celui-là, proposer des choses adaptées au contexte, c'est intéressant plutôt que ce soit généralisable pour la terre entière ou quelque chose comme ça. Du coup, comment vous avez pu faire, parce que là, du coup, tu travailles avec la Guadeloupe. C'est quoi vous avez discuté justement d'éventuelles différences qui pourraient se présenter? En fait, pour ce projet sur la Guadeloupe s'appelait, finalement, on a un peu les mêmes indicateurs qui sont aussi mauvais pour les adolescents en Guadeloupe que pour ceux de l'île de la Réunion. Il y a vraiment, c'était les mêmes finalement. Donc, c'est ça aussi qui nous a permis de poser le contexte et de se dire, on a la même problématique aux Antilles et à la Réunion avec des taux un nombre de grossesses qui est aussi élevé en Guadeloupe, un taux de recours à l'IVG qui est aussi important en Guadeloupe. Donc, en fait, c'est un peu des données dans les DOM en tout cas, qui sont les mêmes. Donc, ça a été un peu le point fort un peu de notre rationnel pour pouvoir avoir le projet, pour pouvoir avoir le financement à mettre en place ce projet. Voilà. Après, je pense qu'on verra bien par la suite quels sont un peu les points qui ne sont pas concordants. Mais pour l'instant, en tout cas, pour écrire le projet, pour pouvoir avoir le financement, c'est vrai qu'on avait des indicateurs en santé sexuelle chez les jeunes qui étaient un peu les mêmes, que ce soit à La Réunion ou en Guadeloupe. Et on pouvait aussi le faire à Mayotte, parce que c'est pire à Mayotte. Hein. Et les influenceurs, entre eux, ils ont l'occasion de se rencontrer? Enfin, quand ils sont... En fait, ils se sont rencontrés 2 fois en visio. Enfin, on a fait des séances d'échange en visio. Et après, on a fait un groupe WhatsApp
où ils discutent. Parce que là, actuellement, par exemple, sur WhatsApp, on est en train de discuter du nom de nos réseaux sociaux. Donc là, on a trouvé le nom. Donc, ils ont trouvé le nom et on a validé, l'équipe de recherche a validé le nom de nos réseaux sociaux pour le programme d'éducation. Et j'espère que l'année prochaine, on pourra au moins faire venir un à l'île de la Réunion pour notre colloque. Top, ce serait top. Et tu as raison, c'est le moment, parce que là, il n'y a pas de nouvelles questions, j'ai l'impression, dans le chat. C'est peut-être le moment de faire un petit point pub sur le colloque à La Réunion l'année prochaine, Daniel. Effectivement, le colloque du GRC, le colloque paramédical du GRC pour 2026 se tiendra à l'île de la Réunion. Donc, la date est prévue et déjà planifiée pour le 27 novembre 2026. Cette journée-là sera suivie d'une soirée. Voilà. Venez nombreux. Oui. Et retrouvons-nous pour échanger recherche. Yes. Voilà. Bon, mais merci beaucoup encore, Daniel. Je pense que, sauf si tu veux ajouter quelque chose. Je pense que j'ai tout dit. Super. Merci beaucoup encore pour cette présentation vraiment très intéressante. Je pense que les deux intervenantes étaient complémentaires sur des projets aussi avec des abords différents, mais complémentaires, que ce soit sur le plan de la population, de la méthodologie. Donc, très heureux d'avoir pu participer à ce webinaire sur cette thématique peu abordée, je pense, et qu'il faut mettre en valeur. Donc, merci à nos intervenants. Merci Sophie aussi. Merci à tous les participants. Et puis, on peut vous souhaiter de belles fêtes parce qu'on est en fin d'année. Oui. Et on se retrouvera l'année prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne fin d'après-midi. Merci à tous. Bonne soirée et bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'année et puis joyeuses fêtes. À très bientôt. Joyeuses fêtes. Au revoir. À bientôt. Au revoir.